Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur BNews pour ce numéro de Diagonale. Déjà 3 mois que la nouvelle mandature de la décentralisation s'est installée après 90 jours. Quel bilan peut-on faire? Mars, avril, mai ont été 3 mois de promesses et surtout de propositions. Aujourd'hui, les communes, il faut le dire, rajeunies ont-elles déjà changé véritablement de cap et qu'espérer au cours de cette première année? C'est la question que nous allons, ou ce sont les questions que nous allons poser à notre invité du jour, l'expert en décentralisation Franck Kenevo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis en plateau, comme d'habitude, avec Joël Tchoué. Franck Kenevo, bonjour. Bonjour, cher confrère. Au plaisir de vous retrouver ce matin. Jared le disait tout à l'heure, 100 jours déjà que les nouveaux maires de la 4e mandature de la décentralisation ont pris fonction. Est-ce que nous sommes vraiment face à une nouvelle ère? Merci beaucoup. Je pense vraiment que la décentralisation, telle qu'on a vu se dérouler les 3 mois, 4 mois passés, est véritablement à un carrefour. Je ne sais pas si on va réussir à la transporter dans cette nouvelle ère dont vous parlez, mais on est à un grand carrefour. Pourquoi je dis ça? D'abord, nous avons noté l'irruption d'un acteur qui n'était pas véritablement au cœur de la gestion des collectivités territoriales. Je veux parler des partis politiques qui aujourd'hui ont des compétences très larges en matière de désignation, non seulement de désignation des organes exécutifs de nos collectivités territoriales, mais aussi un droit de regard en ce sens que les questions de destitution aujourd'hui sont des questions que la loi essaye de confier aux partis politiques. Parce que la loi explicative et modifiant le code électoral dit clairement que si, dans une procédure de destitution, un maire a le soutien de son parti, il faut les 3/4 pour le destituer. Donc, il y a cet acteur-là qui peut apporter le meilleur comme le pire dans la décentralisation. Donc, comment les partis politiques vont s'approprier cette responsabilité qui est plus lourde que celle d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, d'avoir des ministres. Vous savez, avoir à gérer un député à l'Assemblée nationale, c'est plus simple que de gérer un maire qui a la responsabilité d'une collectivité territoriale. Avoir un ministre au gouvernement, c'est plus simple de le gérer que de gérer un maire qui a la responsabilité de toute une collectivité locale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous assistons à des réformes au niveau de l'État. Beaucoup de réformes. On parle de réforme du système partisan. On parle aussi de la gestion du foncier, de la gestion des finances. On vient d'avoir un nouveau code des marchés publics. Quelles sont les implications de toutes ces réformes au niveau des collectivités territoriales? Et l'autre réforme importante, c'est au niveau du numérique. Le gouvernement est en train d'introduire le numérique dans la plupart des services publics. Or, nous savons bien que les collectivités territoriales sont au cœur de la gestion des services publics de proximité. Donc, il y a un défi à relever à ce niveau-là. Il y a ensuite la relecture de la PONADEC, la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, qui doit baliser le terrain pour d'abord donner une vision à notre décentralisation, indiquer les actions qu'il faut mener pour réaliser cette vision dans les 10 ans à venir. Donc, il y a, c'est un sujet extrêmement important et le contenu de cette politique-là pourra déterminer l'avenir de notre décentralisation. Il y a le processus de relecture du cadre juridique de la décentralisation qui aujourd'hui, on doit faire attention parce qu'il y a des exigences constitutionnelles qu'on n'a jamais introduites dans les lois sur la décentralisation, à savoir protéger l'autonomie locale, protéger la libre administration des collectivités territoriales,
par des organes élus et donc les protéger de tout ce qui peut avoir comme émission, notamment du gouvernement, qui aujourd'hui intervient dans le champ de compétences des collectivités territoriales en vertu de programmes nationaux ou sous-régional, enfin, on n'a pas de région au Bénin, mais lorsque plusieurs communes de plusieurs départements se retrouvent dans un programme, on peut parler de programme régional. Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, doivent être tranchées, doivent avoir des solutions, des réponses appropriées. Et donc, la décentralisation est à un carrefour. Et les 100 premiers jours, pour certains maires ont déjà fait les 100 premiers jours, d'autres peut-être un peu plus tard. Mais la question aujourd'hui, c'est que pour apprécier ces 100 premiers jours, on peut voir la difficulté des maires à démarrer. Alors, justement, je vais donc vous demander, on a quand même vu au cours de ces 100 premiers jours des maires qui ont fait quelques tours dans des hameaux, des arrondissements, pour prendre connaissance, pour prendre langue avec les populations. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est maire nouvellement élu ou bien reconduit? Est-ce qu'on prend juste connaissance des actifs et des passifs? Est-ce qu'on prend connaissance des dossiers courants ou du patrimoine de la commune? Qu'est-ce qu'on fait pour effectivement lancer la commune sur, ou mettre la commune sur l'orbite du développement? Merci, c'est une question importante, surtout l'exemple que vous avez donné. J'ai lu des confrères qui ont critiqué des maires parce qu'ils sont allés sur le terrain pour s'enquérir des problèmes de leurs concitoyens. Et j'ai lu un article où on demandait, mais ils ne savaient pas ces problèmes-là. Non, la gestion locale, c'est une gestion participative. Lorsque vous devenez maire d'une commune, vous devez aller vers les populations. La campagne est terminée. Tout ce qu'on a dit pendant la campagne, c'est indicatif. Maintenant que vous avez le pouvoir local, vous devez aller vers les populations. Et il y a des occasions statutaires, c'est-à-dire quand vous voulez faire le budget et le PAI, c'est-à-dire le plan annuel d'investissement, vous devez aller vers les populations, écouter les doléances afin de pouvoir arbitrer, parce que la préparation du budget, c'est une lourde responsabilité du maire qui arbitre à un moment donné. Donc, pour connaître les attentes des populations, il faut aller sur le terrain pour savoir dans quel arrondissement il faut privilégier par rapport à telle infrastructure. Il faut aller sur le terrain. Donc, il ne faut pas reprocher à un maire d'aller sur le terrain. Son travail, à 80%, c'est d'être au contact des populations. Donc, on ne peut pas reprocher à un maire l'hyper-présence sur le terrain. Pas du tout. Alors que Franck Kenevo, on sait quand même que les partis, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, sont désormais au cœur de la gestion du pouvoir communal. Et avant même ces élections, on a vu des partis qui ont conçu, élaboré des programmes standardisés en fonction des communes. Et on s'étonne de voir qu'après donc la victoire, que des maires soient hyper présents sur le terrain pour peut-être répéter la même chose. Non, c'est pas ça. Je pense que lorsque les partis politiques ont leur idéologie, de ces idéologies, on déduit l'orientation des politiques au niveau national, mais ça n'empêche pas le maire d'aller sur le terrain et de s'enquérir des attentes des populations. N'oubliez pas que c'est une élection de proximité où la loi donne plusieurs mécanismes d'interpellation et de contrôle aux citoyens pour demander des comptes au maire. Donc, si un maire veut plaire à son parti et déplaire à ses citoyens, il aura des problèmes, plus de problèmes même que si il s'éloignait un peu de sa formation politique. Donc, moi, je pense que lorsque vous êtes maire, la première chose, c'est d'aller, même, vous n'avez pas besoin de faire une tournée médiatisée, non. Lorsque vous installez les chefs d'arrondissement, vous les installez, vous profitez pour sillonner un peu l'arrondissement. Il y a tellement d'occasions pour un maire de sillonner son territoire, de discuter avec les populations, de réunir, c'est ce qui est de son droit, les autorités infracommunales, c'est-à-dire les chefs d'arrondissement,
les chefs de quartier et de village, de discuter avec ces personnes-là pour voir l'état des lieux réel. Parce que tant que tu n'as pas... C'est comme le président de la République. Lorsque vous n'êtes pas assis dans le fauteuil, vous n'avez pas une bonne connaissance de la situation. Je ne suis pas tout à fait satisfait par rapport à la question que Joël a posée tout à l'heure. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que ce qu'il y a à noter aujourd'hui comme nouveauté, c'est l'implication des partis politiques comme acteurs importants désormais de la décentralisation. Mais quel sens alors donne-t-on à la démocratie locale quand on sait en principe que le maire doit rester plus aux côtés de ses administrés que des partis politiques? Et vous l'avez dit tout à l'heure, il doit être plus aux côtés des administrés, il doit rendre compte à des administrés au lieu d'avoir le regard tourné vers les partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Non, moi je pense que le rôle des partis politiques, c'est de désigner le maire. Si les conditions au sortir des urnes le leur permettent. Deuxièmement, de s'assurer que l'idéologie de la formation politique transparaisse dans les choix de politique de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la population exprime un besoin prioritaire de promouvoir l'économie locale, si je suis maire UP, je ne vais pas utiliser les mêmes outils parce que UP, c'est social-démocratie, que BR qui est dans le libéralisme. Ça veut dire que dans la satisfaction des populations, parce que n'oublions pas que ce sont ces idéologies-là que les citoyens ont choisi en votant pour un parti plutôt que d'autres. Nous parlons des citoyens qui sont en grande majorité analphabètes. Ah non, lorsque vous votez UP, c'est que dans une commune, lorsque UP a la majorité absolue, c'est que les citoyens, consciemment ou inconsciemment, ont choisi la social-démocratie dans les politiques publiques locales. Donc, à partir de ce moment, le maire, c'est la manière de satisfaire qui va être teinté de la coloration politique. Mais le besoin vient des citoyens. Nous voulons plus d'engagement de la commune dans, disons, l'économie locale. Quels sont les outils de la social-démocratie en matière de promotion économique? Quels sont les outils au niveau de BR, c'est-à-dire le libéralisme? Donc, ça veut dire que si on prend un maire BR, il va plus faire appel au privé. Mais si on prend un maire UP, on va voir que la mairie va développer des régies, par exemple. Alors, puisque vous semblez défendre ce que les partis politiques ont proposé pendant la campagne électorale, on a vu par exemple... la manière de conduire la politique. D'accord. On a vu par exemple, on a écouté par exemple le Bloc républicain dire qu'on allait instituer ou qu'on allait mettre en place de nouveaux organes, ou par exemple avant la tenue des conseils communaux, les jeunes, les femmes, les syndicats qui auraient d'autres organes pour que chacun puisse faire des propositions. Est-ce que dans la mise en œuvre aujourd'hui, 3-4 mois après, vous avez déjà constaté qu'il y a eu des séances ou des séances extraordinaires qui ont été tenues en marge du conseil communal pour pouvoir associer ces franges de la population ou cette frange de la population aux décisions qui ont été prises? Vous savez, ce n'est pas nouveau. Au Burkina, au début de la décentralisation, il y a des communes où pas arrêté et le maire a pleinement les compétences pour le faire. Même au Bénin, ils ont créé des conseils consultatifs. Donc, ils ont créé, par exemple, conseil communal de la jeunesse, qui a une instance qui regroupe un certain nombre de leaders de jeunes par arrondissement, par quartier, et que le maire reçoit avant la séance du conseil communal ou municipal, partage l'ordre du jour. Oui, mais est-ce que dans la pratique c'est faisable? Mais je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Je n'ai pas encore vu ça, mais c'est possible d'avoir un conseil consultatif des femmes dans une commune où le maire les écoute, discute avec eux. Donc, sur ces questions-là, je pense qu'il faut donner un peu plus de temps aux maires parce que quand ils sont arrivés, il y a eu une série de formations que le ministère a déroulées à leur intention, ce qui est une bonne chose. Et ensuite, ils sont préoccupés maintenant par leur collectif budgétaire et déjà
le budget de l'année 2021 parce que le mois d'octobre et de septembre sont des mois de préparation budgétaire au niveau des Avant de communes. passer la parole à Joël pour poursuivre cette émission, je remonte un peu plus haut. Vous étiez en train de planter le décor. Vous disiez tantôt que le gouvernement avait entrepris beaucoup de réformes, notamment au niveau de l'économie, au niveau également des passations des marchés. Est-ce que les communes sont aujourd'hui, je ne vais pas dire les communes, mais est-ce que les nouveaux maires sont déjà prêts aujourd'hui pour rentrer dans cette dynamique et suivre? Oui, ce qu'il faut noter, c'est que sur les 77 maires, il y a 71 qui officiellement appartiennent à la majorité présidentielle. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas douter de leur engagement par rapport aux réformes du gouvernement. Il reste 6 communes contrôlées par les FCBE, mais le maire, il faut expliquer que le maire est dans ce qu'on appelle un dédoublement fonctionnel. Il est autorité locale, mais il est aussi représentant de l'État. Donc, à ce titre, il doit s'intéresser à tout ce que le gouvernement fait. Parce que bientôt, les maires vont lancer le processus de révision des plans de développement communal. Et donc, à partir de ce moment, ils vont arrimer le développement de leur commune, tout en tenant compte de l'idéologie de leur formation politique aux orientations nationales du gouvernement. C'est bien possible? Oui, c'est-à-dire, dans le guide de la planification locale, vous devez prendre en compte les orientations nationales du gouvernement et vous les approprier avec les défis de votre collectivité territoriale. Donc, c'est ça qui fait que lorsque le gouvernement évolue dans un secteur, il doit pouvoir s'appuyer sur les collectivités territoriales qui sont un peu comme les portes d'entrée des politiques publiques au niveau local. Et donc, si le gouvernement fait des réformes sur le plan économique et ne veille pas à ce que ces réformes soient ancrées au niveau des collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales sont les piliers du gouvernement. Donc, s'il n'y a pas cette cohérence, le gouvernement serait en train d'aller dans un sens, et les communes dans un autre. Ça va faire de la cacophonie dans le pays et ça n'amènera nulle part. Alors, donc, il faut une cohérence entre les politiques nationales et leur déclinaison au niveau local. Et c'est pour ça qu'il y a des instances au niveau des départements que les préfets président pour harmoniser et veiller à ce que les orientations nationales soient prises en compte. Lorsque le gouvernement décrète, par exemple, que l'agriculture est la priorité des investissements, ça doit transparaître dans les plans de développement. Donc, et ça... On va revenir sur ça. Est-ce que les communes ont vraiment les outils? Je laisse d'abord Joël. Oui, cette question-là, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Continuons d'abord dans le débat, sinon on est en train de grignoter sur le temps et puis on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Franck Kinivor, 100 jours après l'installation des maires, on ne va pas donc occulter le volet de l'intercommunalité, donc de la coopération entre les communes du Sud, Sud-Sud ou bien pourquoi pas Sud-Nord. On a vu en semaine le maire de Carabi par exemple qui a essayé donc de rencontrer quelques cadres pour tisser des relations entre sa commune et puis quelques communes de l'Allemagne. Alors, 100 jours après, est-ce que les communes du Bénin ont ouvert cette page-là pour entrer également en contact avec d'autres communes? Oui, vous savez, quand vous parlez de relations entre les communes du Bénin, c'est ça qui est l'intercommunalité. Mais quand vous parlez de relations entre une commune du Bénin et une commune hors du Bénin, c'est ça la coopération décentralisée. Donc, en matière d'intercommunalité, il existe un certain nombre d'intercommunalités au Bénin qui ne sont pas toutes formalisées au regard de la loi, mais ce sont des associations, loi 1901, mais qui font office de coopération intercommunale et qui sont très dynamiques. Maintenant, le gouvernement a mis en place un certain nombre de programmes que nous, on souhaite voir transformer en intercommunalité. Le Grand Nokoué, au plus dans 2-3 ans, doit devenir une intercommunalité pour que les communes puissent gérer l'établissement public de coopération intercommunale qui va sortir de cette intercommunalité et que l'État puisse regarder et
veiller à ce que tout se passe bien selon les normes que l'État va fixer. Donc, en matière d'intercommunalité, il y a des efforts, mais il faut réviser la loi sur l'intercommunalité. Et quels sont aujourd'hui les obstacles sur le chemin de cette formalisation? Oui, la création des établissements publics de coopération intercommunale et leur fonctionnalité, c'est ça qui est difficile. On a donné une échéance aux associations de loi 1901 pour se muter en établissement public de coopération intercommunale. L'échéance est passée, mais c'est difficile. Il faut faire une longue procédure qui aboutit en conseil des ministres pour même désigner le comptable de l'EPCI. C'est pas facile. Il y a vraiment... Donc, il faut assouplir. La loi doit tenir compte des dynamiques qui existent dans le pays. Et à partir de ce moment, on peut aller facilement plus loin. Maintenant, par rapport à la coopération décentralisée, j'ai lu avec beaucoup de satisfaction que des communes ont déjà négocié des coopérations des villes, des jumelages avec des villes en Chine, au Paraco, par exemple. Oui, et ça, c'est une bonne dynamique. Maintenant, lorsque vous voulez faire une coopération décentralisée, il faut bien vous préparer. Il ne faut pas vous faire entraîner. Il ne faut pas que les communes du Nord prennent ces canevas pour venir faire leur tourisme, leur voyage ici, et qu'en retour, ce soit des équipements périmés qu'on envoie ici. Mais il faut que la commune prépare bien son dossier et ses attentes. Il nous reste environ 10 minutes alors qu'on doit parler... Seulement oui, il nous reste environ 10 minutes alors qu'on doit revenir sur ce qui s'est passé au cours de ces 100 jours dans certaines communes clés, notamment à Bomey-Calavi, Porto-Novo, Cotonou également. Mais avant, on va parler de l'économie locale. Quand on remonte un peu plus haut, c'est-à-dire en mai, pendant le lancement de la campagne, le président Benoît Amoussou est resté longtemps sur ce sujet, par exemple, au niveau de l'Union progressiste. Vous parliez tantôt de l'agriculture, vous parlez des priorités du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent que les communes ont posé des actes qui pourraient accroître la production locale? Oui, merci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un défi important pour les collectivités territoriales. C'est de promouvoir l'économie locale, c'est-à-dire d'agir sur les potentialités, les opportunités et les atouts de leur territoire pour créer de la richesse. Et à partir de ce moment, vous verrez que les ressources propres au niveau des communes vont grimper. Aujourd'hui, les communes dépendent essentiellement de l'État pour leur investissement, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est vrai que l'État aussi n'a pas fait les transferts qu'il faut. Depuis 2003, on est à 5% environ de transferts je ne vous arrête pas, vous allez poursuivre. Mais quand on parle de ressources qui vont grimper au niveau des communes, quand on parle de ces activités qui pourraient être entreprises au niveau de ces communes, de combien parle-t-on? Est-ce qu'on a essayé de quantifier de combien parle-t-on quand on prend, par exemple, une commune qui n'a pas beaucoup de potentialité, comme les communes du Nord, par exemple, ou du côté de l'Okossa? De combien parle-t-on? Toutes les communes béninoises, à mon avis, ont des potentialités. S'il n'y a pas de potentialité, il y a des opportunités ou il y a des atouts. C'est-à-dire, lorsque vous prenez une commune, il peut avoir des ressources naturelles, il peut avoir des potentialités en agriculture, mais il peut avoir des positionnements qui sont des atouts qu'on peut utiliser. Vous prenez la ville de Paraco, par exemple. La ville de Paraco peut être un grand centre intermédiaire entre l'Interland et le reste du Bénin, mais aussi les pays comme le Togo et autres, dans le domaine de services, dans le domaine des transports. Mais je ne vois pas encore Paraco jouer ce rôle-là. Et donc, il y a un travail que la municipalité doit faire pour que la position géographique de Paraco par rapport au Burkina, au Niger, au Nord Togo et au reste du Bénin et même au Nigeria, qu'on puisse avoir des marchés. C'est vrai que c'est l'exemple que je voulais éviter. Vous parlez là d'une commune à statut particulier, alors qu'on sait qu'il y a des communes qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas beaucoup de potentialité.
Vous allez parler de Agégué, de Pereret et autres. Mais si vous allez, c'est pour ça que moi j'ai suggéré au maire, lorsque vous prenez service, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Il faut faire l'état des lieux de la mise en œuvre du plan de développement communal. On en est où? Qu'est-ce qu'on a planifié? Parce qu'il y a des PDC de très bonne qualité qui ont été élaborés, la 3e génération. Il faut faire l'état des lieux. Deuxièmement, il faut commanditer une étude sur le gouvernement, par le biais du ministère de la décentralisation, a mis en place un guide de promotion de l'économie locale. Il faut prendre un consultant, quelqu'un qui connaît bien la commune, pour évaluer non seulement ce qu'ils appellent le gisement fiscal, mais aussi les potentialités, les atouts et les opportunités économiques de la commune. Et sur cette base, c'est d'abord sur cette base que vous pouvez faire une planification. Parce que si votre planification ne tient pas compte de ces atouts, de ces opportunités et potentialités, vous ne pouvez pas bien faire le schéma directeur d'aménagement communal qui doit vous permettre de faire le plan de développement économique et social. Donc, il y a ce travail-là qu'il faut faire pour les 77 communes. Si l'État a les moyens, l'État peut financer ce travail-là parce que si l'économie locale n'existe pas, tout ce qu'on fait au niveau macro ne portera pas longtemps. Donc, il faut travailler à ce que chaque territoire puisse avoir de l'activité économique, que les banques, suivant cette dynamique économique, s'installent dans ces territoires, octroient des crédits et que la commande publique, il y a des erreurs que les communes font. Vous ne pouvez pas donner la commande publique locale à une entreprise qui vient de Cotonou, alors que vous êtes à Pereret, alors que vous êtes à Tangueta. Non, il faut susciter des entreprises au niveau local pour permettre à ces entreprises-là d'employer au niveau local, créer de l'emploi et aussi conserver il y a beaucoup de communes l'épargne. Il y a beaucoup de communes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup d'usines de transformation également. Comment est-ce qu'on fait? Non, on peut travailler à cela. Si vous prenez, parce que la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin, une loi de 1999 promulguée par le président Kérékou, a bien dit que après les premières élections, on va donner 3 ans aux communes qui ne sont pas viables de chercher à fusionner avec d'autres communes. Si une commune n'est pas viable, il faut que politiquement, on soit responsable pour dire, on décrète la fusion de cette commune. En France, les gens, s'ils ne sont pas viables, soit ils vont en intercommunalité ou ils fusionnent. Donc, il faut avoir le courage politique de dire l'État ne va pas, après 20 ans de décentralisation, par exemple, continuer par aider à payer les salaires, avec les enjeux politiques, les enjeux liés au pouvoir. Est-ce que vous voyez les Béninois dans cette dynamique? Non, vous savez, ça a toujours été un long débat. C'est ce débat-là qui a fait que le président Soglo n'a pas promulgué les lois sur la décentralisation, parce qu'il y a un volet découpage territorial dans la loi portant organisation de l'administration territoriale, qui a fait polémique, les gens ont marché partout. Mais il faut, lorsque vous êtes élu pour diriger l'État, il y a des décisions impopulaires que vous devez prendre. Et à terme, les gens vont vous remercier. Parce que si vous fusionnez des communes qui ne sont pas viables et que l'activité économique renaît, et que les services publics, parce que si il n'y a pas, c'est vrai que l'État a cette responsabilité de veiller au développement harmonieux de tout le territoire national, ce qui veut dire que on va financer parfois des services publics qui ne sont pas rentables, mais si on peut déjà au niveau local avoir une dynamique de développement économique pour que les zones rurales, vous voyez comment les gens vont quitter Tofo, Zé et venir à Cotonou pour faire Zem. Parce que justement, ça montre que d'où ils viennent, il n'y a pas une activité économique pour leur permettre de subsister. Et donc, c'est des questions qui nous interpellent. Et c'est seulement au niveau des territoires qu'on peut régler ces problèmes. Mais le défi, parce que si on ne le dit pas, tel que la ressource humaine des communes se présente aujourd'hui,
je vous garantis que dans 99% des communes, on ne peut pas avoir le résultat. Parce que pour faire le développement, il faut une ressource humaine de qualité. Et c'est vrai que les communes sont passées à côté parce que pendant 15 ans, de 2003 à 2017, on leur a donné plein pouvoir pour recruter, mais ça a été dans beaucoup de communes de copinage, de clientélisme. Que proposez-vous aujourd'hui? Et l'État a décidé de créer un comité départemental pour faire les recrutements à la demande des maires. C'est une expérience qui a été votée depuis 2015, mais on n'a jamais expérimenté parce que les décrets ne sont pas sortis. Mais au-delà de cette réforme qui tarde à être appliquée, je pense qu'il faut que le gouvernement, qui recrute quand même des dizaines de milliers de personnes chaque année, puisse recruter, créer, comme ils l'ont fait pour ceux qui gèrent les finances, un vivier de cadres dans le domaine finance locale, dans le domaine de l'économie locale, mobilisation des ressources, gestion des projets, urbanisme, aménagement du territoire, dans certains domaines clés de la planification au niveau des collectivités territoriales. Alors, il faut mettre un vivier en place. Oui. C'est important. Si on ne règle pas la question de la ressource humaine, dans 5 ans, on va faire le bilan. Ça ne sera pas positif. Nous sommes pratiquement à la fin de cette... Il faut que l'État intervienne. Nous sommes à la fin de cette émission. Joël Toubé. Alors, nous allons évoquer rapidement un ou deux exemples en fonction donc de quelques minutes du temps qui reste. Depuis quelques jours, on observe le début d'une opération de recensement des réserves administratives dans certaines villes, notamment à Boé-Calavi, Cotonou et autres, mais c'est surtout à Boé-Calavi. Et là encore, les communes sont devant cette affaire de foncière. Oui, vraiment, je voudrais vraiment féliciter le gouvernement. Parce que cette mafia foncière sévit depuis la Révolution. Et aujourd'hui, c'est courageux de vouloir démanteler cette mafia-là. Calavi, c'est rien à côté de Cotonou. Ce que des préfets, des maires ont fait à Cotonou, je voudrais vraiment que le gouvernement puisse prendre le temps et donner un numéro pour que les citoyens puissent signaler ces cas où on morcelle, on enlève, on déclare des gens sinistrés sur un domaine et donc on leur donne d'autres parcelles et après on morcelle ce domaine public avec la complicité des géomètres, des autorités locales et autres. Je pense que le gouvernement doit aller jusqu'au bout et faire ce nettoyage-là pour que on parle de services publics à implanter. On parle sur le plan sportif. Combien de quartiers ont des infrastructures pour les jeunes? Alors, on comprend donc que vous soutenez l'initiative. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais derrière, il y aura beaucoup de dommages. Il y aura beaucoup de dommages parce qu'il y aura beaucoup de victimes, des personnes qui ont acheté ces parcelles-là de bonne foi. Comment est-ce qu'on peut concilier? Je pense que l'État, à un moment donné, peut examiner au cas par cas et voir qui a été de bonne foi et qui ne l'a pas été. Et à partir de ce moment, proposer des dédommagements. Parce que après tout, ce sont des citoyens. Lorsque, pour l'intérêt général, même si ils ont commis des erreurs, même si ils n'ont pas fait les investigations nécessaires, parce que en ce moment, dans notre pays, tout était permis. Les citoyens faisait tout sur le dos de l'État. L'État n'avait pas, l'autorité de l'État n'était pas restaurée. Il faudrait donc fondamentalement regarder au cas par cas parce que l'action publique doit aussi profiter aux citoyens et voir comment les dédommager. Parce que ce que nous disons, c'est pour avoir des villes durables. Si on n'a pas d'espace à aménager pour la communauté, on ne peut pas faire du développement. Aujourd'hui, Cotonou, on ne peut pas implanter des équipements culturels, des équipements sportifs. On ne peut pas aménager des marchés
de proximité, etc. Alors, restons justement à Cotonou. Il y a beaucoup de défis. Justement à Cotonou. Ce qui caractérise Cotonou aujourd'hui, c'est l'intérim assuré par Randis Arwandinou. On a déjà vu par le passé un maire intérimaire. C'est vrai que la loi prévoit la chose, mais quel impact aujourd'hui sur la gestion de l'administration communale? Cette question est une question délicate. Vous savez, ce n'est pas l'intérim à la tête de Cotonou ne me préoccupe pas fondamentalement parce que le maire est souffrant, tout le monde le sait. Donc, le premier adjoint fait quand même beaucoup d'efforts. Il travaille vraiment, il faut le féliciter, l'encourager. Mais je pense que d'ici à là, le maire va rentrer. Vous avez des nouvelles à son sujet? Bon, je pense qu'il récupère bien et que par la grâce de Dieu, il va revenir très vite. Mais ce qui m'inquiète et que je ne comprends pas, c'est que le maire intérimaire crée d'autres intérims dans l'administration. On se rappelle, c'est justement pour ça que je vous demandais quel impact. Général de cette mairie, cette commune-là. Le DST, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint. Bon, j'ai appris pour le DST que c'est parce qu'il y a des orientations qui dépassent la commune qui n'ont pas été respectées. Pour la secrétaire générale et son adjoint, je ne sais pas, peut-être que les deux n'arrivent pas à travailler ensemble, je n'en sais rien. Mais je constate quand même que le maire intérimaire, c'est vrai que c'est la rigueur dans la gestion qui l'amène à faire ses choix. Mais si il y a trop d'intérim, lui-même étant déjà intérimaire, si le SG n'est pas intérim, si le SGA n'est pas intérim et que c'est des directeurs qui assurent ces intérims-là, TST, pas intérim. Bon. Mais justement, s'il reste trop immobile, est-ce qu'il pourra prendre des décisions? Est-ce que la commune pourra avancer? Est-ce que la commune pourra évoluer? Bon, c'est vrai que l'administration de Cotonou a une grande administration. S'il y avait de rigueur dans la gestion, ça peut marcher. Mais on va souhaiter que le maire élu, Luc Atrepo, rentre très vite et que les choses rentrent dans l'ordre. Nous allons finir rapidement, pas évoquer donc le cas de la commune de Parakou avec ses atténuements, ses bouleversements politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, Parakou n'est pas à considérer comme une commune, peut-être l'enfant malade de cette quatrième mandature de la décentralisation? C'est vrai que dans ma foi, on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parakou a mal commencé, ça il faut le dire, parce que ça fait déjà 2 maires en moins de 100 jours. Oui. Et si d'autres décisions sortaient encore, on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, je pense que c'est lié à la manière dont les élections locales, communales et municipales se déroulent dans notre pays. En réalité, la Sénat proclame des résultats définitifs qui ne sont pas définitifs. Si vous prenez les législatives, le juge constitutionnel donne les résultats, permet aux gens de faire des recours, vide ces recours-là et donne les résultats définitifs. Ici, la Sénat n'étant pas une juridiction, ne peut pas connaître des recours, du contentieux avant de proclamer les résultats définitifs. Et donc, il faut que les gens fassent attention. Mais en même temps, la loi leur demande de travailler comme s'il n'y a pas de recours, parce que les recours ne sont pas suspensifs. Ce qu'on va demander à la Cour suprême, c'est de ne pas attendre les 6 mois que la loi lui donne pour vider tous les recours, mais de tout faire pour vite vider les recours et que l'administration, les élections deviennent enfin définitives et que les communes puissent travailler. Je souhaite que Parakou, il y a beaucoup de tensions à Parakou ces derniers temps et c'est en regardant bien ces tensions que je comprends pourquoi le maire Charles Toko n'a pas voulu, alors que tout militaire à son retour n'a pas voulu revenir. C'est donc une sage décision qui participe
à apaiser les uns et les autres et que à partir de maintenant, les conseillers municipaux de Parakou travaillent pour le développement de Parakou. Les élections, on peut le dire, sont terminées. Il faut que Parakou se remobilise au niveau de son administration pour lancer son développement et pérenniser ce que le maire d'accord a commencé on va finir cette émission. On a parlé de 2 communes du sud, 2 communes du nord également. Quand on parle de Parakou, on parle de Djougou, bien évidemment. Ouais. Djougou, est-ce que ça semble avancer? Est-ce que ça semble évoluer? Après ces 100 jours, on a vu quand même le maire se prêter à un exercice sur les réseaux sociaux où il a répondu à ses administrés. Oui, je pense que quand vous avez des maires jeunes et qui sont modernes, on peut être jeune et ne pas être moderne. Aujourd'hui, il faut travailler avec les outils numériques, la technologie numérique. Et je pense que avec Malik Gomina, il y a beaucoup d'espoir à Djougou. Et le personnel même de l'administration communale à Djougou témoigne déjà des changements qui ont été opérés. Il y a ces relations qui permettent à Djougou d'avoir des agences, des directions qui s'implantent, des entreprises qui s'implantent. Je pense que écouter les citoyens, on l'a dit au début, il y a beaucoup d'outils qui permettent aux maires d'être en contact avec les populations. Et ce que le maire de Djougou a fait, j'invite d'autres maires à le faire. Lorsque vous faites ces genres d'exercices, vous évitez instinctivement de vous engluer dans des compromissions et autres, parce que quand tout est sur la table, vous êtes serein, vous travaillez correctement. Donc je pense qu'il y a des communes qu'il faut suivre de près, comme Boycon, Djougou, Parakou, Cotonou, Bassila. Vous savez, celui qui est maire de Bassila, c'est quand même l'ancien secrétaire général du ministère du Plan, qui a été conseiller, il a dirigé des projets. Donc, il y a quand même, il faut saluer au niveau de cette mandature, la qualité de l'équipe qui est là. Ils sont d'une qualité intellectuelle avérée. On va leur souhaiter beaucoup de succès. Et je pense que si le gouvernement fait l'effort d'accompagner, on n'a pas parlé de Covid, on n'a pas parlé des ressources, mais en une minute, Covid a fait perdre beaucoup de ressources aux communes. Dans certaines communes, on a évalué à 2/3 de manque à gagner. Et donc, il faut plaider que dans le budget de l'État 2021, que le taux de transfert soit amélioré, qu'on puisse envoyer des ressources pour compenser ce manque à gagner que les communes ont enregistré, tout en saluant FADEC Covid que le gouvernement a déjà envoyé, qui est une bonne chose, permettant aux communes de territorialiser la riposte contre la Covid-19. Très bien. Merci à vous, Franck Kenevoy. Je rappelle que vous êtes expert en décentralisation. Avec vous, nous avons donc fait le tour d'horizon de ces 100 jours passés donc par les nouveaux maires de la 4e mandature de la décentralisation déjà au Bénin. Merci à vous, Jean-Eudes. Merci, Joël. C'est la fin de cette émission diagonale. On se retrouve très prochainement.